Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Eden TV, le sommaire. Les forces de sécurité, notamment la police, ont pris l'habitude de présenter les malfrats à visage dissimulé à la télé après les avoir été arrêtés. Pourquoi cette pratique? Vous aurez les précisions dans cette édition. Les forces Corée pour un Bénin émergent, FCBE, sont sorties de leur réserve. Elles se sont prononcées sur la gouvernance politique à l'ère de la rupture. Une sortie qui nous a conduit à recueillir les analyses de certains journalistes politiques. Vous les écouterez dans ce journal. En Afrique du Sud, une ONG tente d'enrayer les violences entre gangs de manière assez singulière. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Il n'est pas rare de voir sur les chaînes de télévision béninoises les forces de police ou de gendarmerie présenter aux téléspectateurs de présumés malfrats, le visage dissimulé après l'arrestation de ces derniers. Quelles sont les motivations de cette pratique et quelles catégories de prévenus sont ainsi montrées au public? Mori Agua et Denis Marouya se sont intéressés à ces questions. Voici leur reportage. Depuis quelques années, la police nationale présente les malfrats à la presse béninoise. Ces 2 derniers mois, le commissaire de police Hugues Hervé Sédé et sa hiérarchie policière ont organisé 6 séances de présentation des malfrats aux médias. Cette pratique suscite de plus en plus d'interrogations au sein de l'opinion publique. Richard Akordandé Roman, commissaire de police, porte-parole du commissariat central de Cotonou, explique ici le bien fondé de cette démarche de la police nationale. La présentation des présumés criminels à la presse vise essentiellement à montrer aux populations le coefficient criminel du pays. Cette présentation décourage ceux qui ont en eux des entreprises criminelles. Et en dernière position, cette présentation à la presse arrive à décourager les potentiels criminels, ceux qui ont déjà posé les actes. Ils se disent, attention, on m'a montré à la presse, j'ai des comptes à rendre à ma famille. Quant aux citoyens qui doutent de la capacité de nuisance des malfrats souvent présentés aux médias, le porte-parole clarifie. D'abord, les larcins ne sont pas présentés à la presse. Si c'est un quidam qui dérobe le phare d'une voiture ou qui vole un poulet, ce n'est pas cette catégorie de voleurs qui fait objet de présentation par la police. Il faut vous dire que généralement, c'est les brigands, les criminels de grand chemin qu'on présente. Ceux que nous appelons, l'opinion publique appelle communément les braqueurs. Ceux-là qui, au moyen des armes perfectionnées, s'attaquent en plein jour, par exemple, à une banque, et on arrive à mettre la main sur eux, soit en flagrant délit ou bien à la suite d'une enquête minutieusement conduite. Ceux-là sont présentés à la presse. Il y a également ceux qui sont des escrocs de grand chemin, ceux qui se présentent à des citoyens et demandent à fabriquer des billets de banque. Ceux-là, on les présente à la presse parce que la conscience humaine est une conscience qui, si on ne lui montre pas le côté moral, la conscience humaine dérape souvent. Si ces malfaiteurs ne sont jamais présentés aux médias à visage découvert, à quelle norme répond alors cette précaution? Le Code de procédure pénale en vigueur en République du Bénin et la Constitution du 11 décembre 1990 font des principes de présomption d'innocence, des principes à valeur constitutionnelle. Et donc, même si on voit un criminel la main dans le sac, comme on le dit, il est présumé voleur. Et sur la base de cette présomption d'innocence, il n'est pas opportun, avant qu'un procès ne tienne et qu'ils disent qu'il a participé au crime, il n'est pas opportun qu'on montre son visage. Pour réussir la lutte contre la criminalité grandissante au Bénin, la population est aussi conviée à s'impliquer davantage en informant la police des actes suspects remarqués.
Restons dans le même registre pour parler des braquages qui sont de plus en plus fréquents ces derniers temps au Bénin. À Cotonou, les supermarchés semblent être désormais la cible privilégiée des malfrats. En moins de 2 semaines, 2 d'entre eux ont subi les agressions des braqueurs. Comment les agents de ces supermarchés exercent-ils leurs fonctions après ces événements? Fréjus Serlan et Denis Marouya ont effectué une incursion dans un des magasins braqués récemment. Magasins cambriolés, supérettes dévalisées, plusieurs millions emportés, plus de doute, les malfaiteurs semblent avoir jeté leur dévolu sur les supermarchés. En 4 jours, 2 de ces supermarchés de Cotonou ont subi chacun un braquage. Ce 18 août 2016, 6 jours après le dernier braquage des malfaiteurs dans ce magasin, l'émotion y est toujours vive. Non, moi j'ai vécu ça parce que à l'entrée, c'était moi. Et ils m'ont dépouillé, ils m'ont maltraité, donc j'avais peur. Je me disais que mais, ceux qui me font là, mais s'ils font à l'un des petits, mais ils risquent de trépasser. Et quand ils viennent comme ça, après avoir pensé à soi-même, on se dit les autres, maintenant ma famille, que vais-je faire de ma famille? Bon, finalement, bon, moi j'ai essayé de me surmonter, grâce à Dieu. Bon, et j'encourage tout le monde, les enfants, je leur dis non, n'ayez pas peur, allez-y, allez-y, allez-y. Tout juste le lendemain, on a ouvert. Bon, on a ouvert, bien qu'on avait peur. Bon, et cette fois-ci, ils ont renforcé la sécurité avec plus de gendarmes, mieux équipés qu'avant. Suite au remplacement des forces de sécurité privées par celles publiques après le premier braquage qu'ils ont vécu le 2 avril 2015, ces agents ne s'attendaient plus à vivre un vendredi 12 août une deuxième tragédie du genre. D'abord, pour cette dernière expérience, c'est plus douloureuse. Les forces publiques, dès qu'on a eu recours à eux, à un instant donné, c'était un espoir. C'était un espoir que même leur présence, leur dirige devant notre établissement constitue une mesure dissuasive pour ces éléments-là. Donc, se mettre sur cette logique et se retrouver face encore à cette nouvelle expérience, c'est dur. C'est plus que la désolation. Autrement, notre sécurité, on le confie à Dieu. Ici, la vie reprend peu à peu son cours après le choc psychologique qu'ont vécu clients et agents de ce magasin. Mais ces derniers travaillent depuis sous la psychose d'un éventuel braquage. Quand il y a un petit bruit, on commence par regarder à gauche, de gauche, droite, ou bien on commence par filer. Hier même, il y a une de nos rayonistes qui a quitté le magasin. Et compte tenu du fait que quelqu'un a fait tomber un carton, elle a juste déposé ses bagages pour dire « Ah, si c'est ça, elle a voulu fuir en même temps. » Puis elle disait même « Je ne me remets pas encore. Malgré que je viens au service, je ne me suis pas encore remis. » Sous le choc certainement aussi, les personnes travaillant dans ce deuxième magasin situé non loin du premier. Mais ces responsables ont refusé d'exprimer à notre équipe de reportage le moindre ressenti au sujet du braquage dont ils ont été victimes le 16 août dernier. Priorité désormais pour ces différents supermarchés, le renforcement de leurs dispositifs de sécurité avec l'espoir que ceux-ci n'essuient un échec face à l'arsenal des braqueurs. Au plan politique, la dernière sortie médiatique des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE continue d'alimenter des débats au sein de l'opinion publique. Dans le rang des journalistes politiques, ce point de presse est diversement apprécié, suivant quelques points de vue recueillis par Corneille Aïssé et Fréjus Fiossi. Par rapport à l'animation de la vie politique, s'il y a des regroupements qui peuvent déjà commencer par donner un autre son de cloche, je crois que la chose est à saluer. Maintenant, à la lecture de leur sortie et de leur position, on peut aisément reconnaître et dire qu'ils sont dans un exercice difficile. Ce n'est pas facile de gérer le pouvoir et de revenir après critiquer. Je crois que le régime défunt prenne des cadavres dans ces placards et puis cela dénote, déteint sur un peu leur sortie. Je tiens d'abord à dénoncer une ambiguïté dans le comportement des forces Cori pour un Bénin émergent. Si ce groupe politique dans notre pays
est de l'opposition ou de la mouvance, ou bien entendu au centre, je pense qu'il est opportun pour les forces Kori pour un Bénin émergent de statuer. Il faut déjà dénoncer quelque chose. On a eu une sortie des députés des forces Kori pour un Bénin émergent qui ont fait une déclaration aussi ambiguë et que maintenant on assiste à la sortie officielle de ce groupe politique qui tient encore à démontrer à la face du monde un comportement ambigu. Je pense qu'après 4 mois de gestion, les forces Kori pour un Bénin émergent doivent dire à l'opinion publique leur position pour nous permettre d'aller de l'avant. Parce que ce sont eux qui doivent normalement aller et surveiller la gestion de Patrice Talon. Je pense que cette sortie des forces Kori pour un Bénin émergent a été motivée principalement, de mon point de vue, par le dossier Ségub, avec les révélations qui vont avec. C'est cela qui a pu faire sortir enfin les forces Kori pour un Bénin émergent. Et une sortie qui, de mon point de vue, un peu trop tôt, notamment les dénonciations de la gestion du régime actuel. Parce que n'oubliez pas, c'est eux qui ont dirigé le Bénin ces 10 dernières années. Et donc, aujourd'hui, critiquer ceux-là qui viennent d'arriver, qui viennent à peine de faire 3 mois, critiquer leur gestion, c'est se montrer comme la panacée, comme les meilleurs, ceux qui avaient fait mieux, enfin se montrer comme si ceux-ci faisaient moins que, ce qui de mon point de vue est un peu trop tôt à dire, parce que c'est d'abord, comme dirait l'autre, nous les spectateurs joyeux, c'est nous qui pouvons apprécier. Quand je dis nous, c'est les Béninois qui pourront arbitrer, qui pourront dire Boniaï est meilleur que Patrice Talon. Réservé autrefois à une certaine catégorie sociale et pour des occasions spéciales, le tissu africain est en pleine mutation. Il subit de plein fouet les effets de la modernisation et s'ouvre à d'autres catégories socio-professionnelles, mais demeure toujours un symbole. Reportage. Assisterions-nous à une vraie révolution du textile africain? Les tissus africains, moyens d'expression culturelle, regroupant pratiques populaires, vie urbaine et tradition est en plein essor. Certains types de tissus réservés autrefois à une classe sociale privilégiée subissent aujourd'hui le coup de la modernité. Le tissu tissé n'est pas porté par n'importe qui. Il y a des catégories de tissage réservées à des gens donnés, d'accord? Et ce que nous appelons le achoke, que les gens prononcent mal d'ailleurs, le achoke est le vêtement, est le pagne réservé aux nobles dans le pays Yoruba et dans les cultures apparentées. Le tissu permet de distinguer les catégories sociales comme nous l'avons dit, et il ne se porte pas tout le temps, il se porte en des occasions précises. La bonne femme à la maison ne porte pas du vêtement tissé, sauf si elle est reine ou princesse et a suffisamment de richesse pour se permettre ça. Lorsque les gens décèdent, par exemple, il y a des tissages que l'on doit utiliser dans les familles royales pour les inhumer, etc., etc. Cette modernité de plus en plus en vogue provient des styles vestimentaires nigériens. Aujourd'hui, ce n'est plus consacré qu'au roi. Les jeunes filles en font un style ressemblant à celui des dames du Nigeria. Les jeunes filles se font confectionner des jupes avec ces tissus qu'elles associent au lacy, puis attachent certains à la tête. Dans cette multitude de tissus, le pagne reste le plus prisé. Vraie valeur sociale et symbole admis de tous, le pagne est en l'occurrence intégré dans les habitudes vestimentaires des Africains, femmes, enfants et hommes. Au-delà du style vestimentaire, le port du pagne, c'est un sentiment de fierté et un vrai symbole de respect, surtout féminin. Le pagne en lui-même déjà révalorise la femme africaine. Une femme déjà même s'habiller en pagne, c'est couvrir son corps. Avec ses imprimés pleins de couleurs, les pagnes restent l'affaire des dames qui ont pris l'habitude de leur attribuer des noms en fonction des motifs. On a beaucoup parlé de la capacité des Africains de prendre un tissu et de lui donner un nom. Ça, c'est pour les pagnes, les vagues qui arrivent. Les bonnes femmes le prennent et lui donnent un nom. Je cours plus vite que ma rivale, Ranglan. Elle a dit,
Mon mari est capable de autopa, tondeuse. Les noms les plus courus, c'est ceux qui renvoient à un langage émotionnel. Tu sors, je sors, ton pied, mon pied, et qui sont en fait une façon de retrouver les proverbes et les dictons africains dans les familles et les couples où l'on se parle à travers des signes plutôt que par le verbe. Le textile africain a donc su s'implanter dans la culture vestimentaire de grandes sociétés. Désormais, les imprimés africains s'associent à d'autres matières, apportant ainsi de la couleur et surtout une touche de chaleur culturelle au style vestimentaire de tous. De nombreux réfugiés et organisations non gouvernementales ont célébré la journée mondiale de l'aide humanitaire dans la ville de Difa mercredi au Niger, alors que la crise sécuritaire dans la région a fait plus de 300 000 personnes déplacées, fuyant principalement Boko Haram. Suivez ici ce que disaient à cette occasion quelques responsables de structures d'aide humanitaire. Le conflit qui frappe le bassin du lac Tchad et malheureusement ce conflit-là ne semble pas avoir l'attention qu'il mérite de la part de la communauté internationale, de la part des populations du monde entier, et il a tendance à devenir une crise oubliée, une crise méconnue. Il nous faut faire des efforts pour éviter que les populations deviennent malades, que le choléra se propage, que la méningite se propage, que la poliomyélite se propage. Toutes ces maladies qui affectent les enfants en premier lieu se propagent et toutes les maladies qui sont liées à l'eau et au manque d'hygiène soient combattues. En dehors même des réfugiés, maintenant actuellement quand vous regardez tout au long de la vous voyez, toute la bande sud s'est déplacée pour venir sur le goudron. Tous ces gens-là ont quitté leur demeure, il faut le trouver. Quand vous retrouvez dans une tente comme ça avec votre femme, vos enfants, tout, vous savez très bien que quel que soit ce qu'on va vous apporter, ça ne vous fera pas oublier votre ancienne vie. Sur la région de Difa, on aurait voulu mobiliser au moins 75 millions de dollars. Malheureusement, nous sommes à un tiers, c'est-à-dire sur sur 3 dollars à mobiliser, on n'a mobilisé qu'un seul dollar. C'est la même situation au niveau du pays. Sur 316 millions de dollars, on est également autour de 105 millions de mobilisés pour l'ensemble du pays en matière humanitaire. Un djihadiste malien présumé a prévu de plaider coupable de la destruction de mausolées classés au patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou. C'est un procès inédit qui doit s'ouvrir lundi devant la Cour pénale internationale CPI. Reportage. La scène se déroule à Tombouctou en 2012. Des groupes proches d'Al-Qaïda détruisent 14 mausolées datant des 15e et 16e siècles, l'âge d'or de cette ville aux portes du désert. Aujourd'hui, l'homme accusé d'avoir commandité ces attaques est jugé devant la Cour pénale internationale. Je comprends les charges qui pèsent contre moi. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi devrait plaider coupable de crimes de guerre pour la destruction de ce site appartenant au patrimoine mondial de l'humanité. C'est le premier djihadiste présumé présenté devant la CPI et le premier grand procès lié au conflit malien. C'est la première fois que cette cour peut défendre le patrimoine culturel d'une communauté, lui reconnaître sa véritable importance et contribuer à lutter contre le fleuve qui le touche et qui est trop souvent le prélude aux pires exactions contre les populations. Depuis, l'UNESCO et le gouvernement malien ont commencé à reconstruire les tombeaux de Tombouctou. Ils s'appuient pour cela sur les ruines existantes et des photos des mausolées. Nous avons trouvé, heureusement, après la destruction, des restes de murs qui sont là. On a fait des relevés, ça c'est déjà une première base d'information. Nous avons des informations à recueillir auprès des populations, auprès de la mission culturelle, auprès de la DNPC, pour avoir les anciennes photos, les documentations auprès des historiens qui sont ici à Tombouctou. Mais pour l'accusation, l'enjeu va bien au-delà des murs et des pierres. Il dénonce une attaque contre des identités, des croyances et surtout contre l'histoire. La culpabilité d'Al-Mahdi pourrait établir un précédent. Pour autant, peu de chances que cela n'affecte les djihadistes qui agissent en Irak ou en Syrie,
ces pays ne reconnaissent pas l'autorité de la CPI. La région australe de l'Afrique est touchée par le phénomène climatique El Niño qui bouleverse le régime des pluies et donc la production agricole. Le Mozambique fait actuellement partie des pays les plus affectés avec par endroits des alertes de sécheresse, du bétail décédé et des points d'eau asséchés. Reportage. Plusieurs agences humanitaires ont demandé ce jeudi plus d'$1 milliard pour aider des millions de personnes rendues vulnérables par la pire sécheresse en 35 ans en Afrique australe. Ils sont environ 12,3 millions de personnes menacées car les ressources alimentaires sont épuisées et leur accès à l'eau potable limité. Une situation qui est la résultante du phénomène climatique El Niño qui bouleverse le régime des pluies et donc la production agricole dans cette région de l'Afrique australe. Outre le Mozambique, ils sont 6 autres pays, le Zimbabwe, le Swaziland, l'Angola, le Lesotho, le Malawi et le Madagascar qui sont les plus affectés avec par endroits des alertes de sécheresse, du bétail décédé, des points d'eau asséchés et des récoltes dévastées. Quant à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, elle a demandé ce jeudi une aide d'urgence agricole de $109 millions à elle seule pour venir en aide à 10 pays d'Afrique australe menacés par cette sécheresse. Pour l'instant, ce sont les populations des zones rurales qui sont les plus menacées avec l'augmentation des prix de maïs et d'autres aliments de base. Plus tôt en juillet, 3 agences de l'Organisation des Nations Unies, ONU, avaient estimé que 40 millions de personnes allaient souffrir de malnutrition dans le sud et l'est de l'Afrique en raison du phénomène El Niño. Ceasefire, une ONG sud-africaine, essaie d'enrayer les violences entre gangs. Elle fait appel d'anciens membres de gangs criminels pour servir de médiateurs quand les violences éclatent entre gangs rivaux. Reportage. Hanover Park, ces arbres, ces petites résidences et ces gangs de criminels. Dans ce petit quartier de Cape Town où vivent 45 000 habitants, près de 80 personnes meurent chaque année dans les violences entre gangs rivaux. Il y a déjà eu 2 morts par balle aujourd'hui et il n'est que 3 heures. Une ONG locale, Ceasefire, tente de rentrer en contact avec ces bandes organisées. Inspirée d'un projet similaire développé à Chicago, cette initiative a été lancée il y a 6 ans. Elle emploie d'anciens membres de gangs comme Nylon Peterson pour servir de médiateur. Avant de lancer une attaque, le chef du groupe vient me parler et on essaie de trouver un moyen pour éviter les violences. Financé par la ville de Cape Town, Ceasefire dispose d'un équipement spécialisé, d'une application qui géolocalise les fusillades en temps réel. Une aide précieuse pour les médiateurs qui, de leur côté, essayent de tisser des liens avec les membres des gangs. D'après les données collectées par les équipes sur le terrain, le taux de criminalité aurait baissé de 26% dans le quartier l'an dernier. Il n'existe pas une réponse unique à la violence des gangs. Ceasefire est l'un des moyens mis en place pour essayer de parler avec les membres au sein de ces groupes. Et quel meilleur moyen pour cela que des gens qui viennent de ce système, qui ont des connexions et une certaine crédibilité dans le milieu. Ils peuvent parler avec ceux que la ville n'arrive pas à atteindre. Malgré ses bonnes intentions, le projet Ceasefire n'est pas épargné par les critiques. Certains hommes politiques locaux dénoncent les liens ainsi créés avec les chefs des gangs et craignent une forme de légitimation de leur activité criminelle. C'est sur ces images que nous mettons un terme à cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur notre site internet Eden Bar de 6, Bénin Eden Bar de 6, Eden TV. À bientôt.